Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Je m'appelle Idriss Lynch. À la une ce mois. Les partenariats publics-privés, c'est une solution qui nous avait été proposée par de grandes firmes d'audit, mais aussi par les acteurs multilatéraux. Nous allons essayer de voir dans ce programme s'ils ont été un remède efficace ou alors s'ils ont constitué des défis. Formation des journalistes, la branche africaine du réseau Tax Justice Network a regroupé une trentaine d'acteurs des médias à Yaoundé au Cameroun. Nous allons écouter les impressions des participants qui ont pris leur temps pour venir à ce programme. En international, nous allons revenir sur des sujets qui portent notamment la formation des acteurs parties prenantes au Burundi sur la question des flux financiers illicites. Et aussi, nous parlerons de la fiscalité et du genre, sans oublier que l'invité du mois, ce sera Cécilia Gondard. Elle nous a été confiée par l'organisation partenaire Eurodat. Voilà pour le sommaire. N'oubliez pas que vous pouvez suivre ce podcast sur des dizaines de radios francophones partenaires en Afrique. La page de l'émission est Impôts Social avec 2 S évidemment, impôts.social.libsyn avec yn.com. Vous pouvez aussi continuer de nous suivre et même d'interagir avec nous via notre page Facebook à l'adresse Facebook/Impôts et Justice Sociale ou notre compte Twitter Impôts Social, Impôts avec S et Social évidemment, le tout relié. La page YouTube est www.impôtsetjusticesociale.com et pour ceux qui ont l'application Stitcher, c'est www.stitcher.com/podcast/Idriss avec 2 S /impôts pluriel et justice sociale. Voilà pour les annonces. À très bientôt pour la suite. On est fatigué, on est fatigué, on est fatigué. Ne me dites pas que le problème de l'Afrique c'est la démographie. Ne me dites pas que la solution c'est la démocratie. Comme des crimes par milliers, on n'en parle pas aux infos. Détruisent l'Afrique et l'avenir de nos enfants. Ils pillent sans pitié, ne payent pas les impôts. La roue elle va tourner, vous payerez plein pot. On est fatigué de vivre dans ces pays corrompus. Madame, monsieur, vous l'aurez peut-être pas reconnu, mais c'est l'hymne du Stop for Bleeding Africa, l'hymne pour arrêter l'hémorragie financière dont est victime l'Afrique, qui perd chaque année beaucoup plus d'argent qu'elle ne reçoit des donateurs ou des investisseurs étrangers. L'occasion de revenir sur cette formation organisée par la branche africaine de Tax Justice Network, Tax Justice Network Africa, qui a réuni une trentaine de journalistes venus de plusieurs pays d'Afrique qui ont pu échanger sur les techniques utilisées par les multinationales pour justement créer l'hémorragie financière en Afrique, mais aussi pour montrer les dévastes causés par une politique fiscale qui est inadaptée. Nous écoutons Placide Niyombungire, c'est un journaliste radio, il nous vient du Burundi et il nous a expliqué quelle a été son impression au bout de l'activité. Alors pour moi, en tant que journaliste burundais, après qui a eu la chance de participer à cet atelier organisé par ce réseau, c'est que je viens d'apprendre beaucoup de notions qui me poussent d'ailleurs à connaître, à découvrir ce qui se passe au Burundi, que ça nécessite quand même des enquêtes pour mettre au grand jour ce qui se passe dans ce transfert des capitaux illicites chez nous au Burundi. Donc je viens d'apprendre des notions très intéressantes qui vont me pousser à investiguer, à faire des investigations riches, à enrichir mes reportages
pour que tout le monde puisse savoir ce qui se passe réellement en matière de mines, de l'exploitation minière au Burundi. À sa suite, Silvio Kombe, c'est un confrère qui est basé à Lomé au Togo et qui est très actif pour la lutte contre les flux financiers illicites dans son pays. Cette formation, elle est très importante parce qu'elle est venue à point nommé pour moi parce que travaillant sur des questions d'investigation, ça vient m'aider parce que ça me fait faire une mise à jour de mes connaissances. On ne cesse jamais d'apprendre avec des confrères. D'abord, c'est du networking que je fais. C'est un carnet d'adresses qui s'élargit. Mais au même moment, nous bénéficions également d'un certain nombre de ressources, d'accord, qui nous manquaient, qui me manquaient moi personnellement, des ressources en termes de soutien, parce que dans nos pays africains, quand vous commencez une enquête, c'est que vous mettez devant à la lumière un certain nombre de problèmes, et donc celui qui est en cause n'est pas toujours content. Donc il veut soit vous faire ombrage, ou bien il veut vous empêcher de continuer. Saïf Allah est journaliste tunisien, correspondant d'une grande chaîne internationale. Pour sa part, il faudrait insister, au-delà du networking qui est créé, il faudrait insister sur les techniques qui sont utilisées afin que les journalistes à l'avenir puissent mieux enquêter ou investiguer dans ce domaine. Ce qu'il faut travailler plus, bien ce qu'il faut améliorer, c'est de s'adresser plus vers les techniques que les multinationales ou bien les sociétés, les grandes sociétés même nationales utilisent pour qu'ils s'enfuient des capitaux de l'Afrique. Alors les techniques là, il faut qu'on travaille plus sur ce thématique-là pour qu'on ait plus d'outils réels, concrets de travail, pour qu'on puisse avoir des investigations profondes. Voilà, c'était pour cette actualité. Nous allons prendre tout de suite le reportage de la semaine. Ce sera avec évidemment Béatrice Kazé, avec qui on abordera finalement la grande question du jour. Le pays est ligoté, personne pour nous libérer. Font semblant de nous aider, ils viennent tous belligérer. Ils instaurent le chaos, plus battent avec nos minerais. Divisés pour mieux régner, font ça depuis des millénaires. Le reportage. La grande question du jour, je vous le disais, ce sont les partenariats publics-privés. Le concept avait été vendu par de nombreuses institutions multilatérales, y compris le FMI, comme un moyen de pouvoir parvenir à respecter les engagements en termes d'infrastructures et de gap de financement social en Afrique. Aujourd'hui, on est en train de se demander, est-ce que c'était une très bonne solution? Est-ce que finalement, les grandes firmes d'audit qui nous ont accompagnés, qui nous ont encouragés à aller dans cette voie qu'on appelle traditionnellement les partenariats publics-privés, ont été pleinement efficaces? Nous allons écouter à ce propos le reportage de Béatrice Kazé. Les partenariats publics-privés sont très en vogue et considérés comme des solutions idéales pour résorber le déficit d'infrastructures du continent. On en retrouve plusieurs types. Les contrats dits d'affermage, dans lesquels c'est le savoir-faire en matière de gestion et de maintenance des infrastructures qui est prisé pour les DBOT, Design, Build, Operate and Transfer. Ce sont les capacités des privés en matière de développement et de financement de projets complexes qui sont recherchés. Les besoins sont en effet massifs. 130 milliards de dollars, 105 milliards d'euros par an selon la Banque africaine de développement et une capacité d'endettement assez faible des pays africains. C'est un avis que partage Mahamoudou Sawadogo, un expert burkinabé des questions fiscales et qui fait partie de l'organisation Groupe d'action pour la promotion du civisme fiscal. En Afrique, et particulièrement au Burkina Faso, les dirigeants politiques ont un certain engouement envers ce type de contrat, en ce qu'il permet aux collectivités territoriales et aux États toujours plus endettés
de continuer à assumer des investissements et de nouvelles compétences en les déléguant au privé. Ceci est d'autant vrai que dans plusieurs types de montages, l'État ou la collectivité transfère les gros investissements nécessaires à la construction d'un ouvrage public au secteur privé sans les porter sur sa tête. Pour une collectivité déjà lourdement endettée. Et pourtant, personne ne pose la question sur le régime fiscal de ces solutions parfaites. Robert Suna, expert économiste ougandais, pense que bien qu'utile, la négociation de ces contrats doit être bien structurée. Oui, les partenariats publics-privés peuvent aider à réduire le gap des infrastructures en Afrique. Mais pour ce qui est de l'arbitrage entre perdre des recettes fiscales et négocier des PPP, tout dépend déjà de la manière dont tout cela est négocié aussi. On a souvent l'impression que les gouvernements en Afrique ne tiennent pas à réaliser de bonnes affaires. Dans ce cas, le PPP sur le papier apparaît comme un véritable partenariat entre les secteurs privés et publics, alors qu'en réalité, il s'agit d'un partenariat entre privés. Il y a souvent très peu de choses qui sont faites par les gouvernements pour suivre ce qui avait été décidé de commun accord avec leurs partenaires privés qui sont susceptibles au final de commettre des abus. Cela ne semble pas avoir toujours été le cas dans les pays africains. Au contraire, poussés par les conseils de grandes firmes d'audit fiscal, de nombreux pays de la région ont au fait de donner des avantages fiscaux à leurs partenaires privés. Mahamoudou Sawadogo. Le contrat de partenariat public-privé est généralement exécuté hors taxe, hors douane. En effet, la loi numéro 020-2013/AN portant régime juridique du partenariat public-privé au Burkina Faso précise à son article 47. En plus des avantages prévus par les régimes fiscaux et douaniers et par les lois et règlements en vigueur, les partenaires privés peuvent bénéficier d'autres avantages ou facilitations en fonction de la nature de l'investissement ou du projet à réaliser. Il faut souligner ici que le Burkina Faso, jusqu'à ce jour, ne dispose pas d'un dispositif portant un régime fiscal spécifique au contrat de partenariat public-privé. Il procède par voie conventionnelle pour accorder un régime fiscal de faveur aux investissements réalisés dans le cadre du contrat de partenariat public-privé. Malgré ces avantages fiscaux qui sont proches de la subvention, les services publics parfois mis en place dans le cadre des PPP n'atteignent pas toujours des objectifs ciblés et pour Robert Suna, c'est le faible suivi des gouvernants qui est mis en cause. À titre d'exemple, je dirais qu'il n'y a pas de sens à construire un hôpital dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé et que l'accès à cet hôpital devienne difficile pour les populations. Cela voudrait dire que le ministre en charge de la santé n'a pas fait le travail de suivi. Il faut savoir que l'intention d'avoir un hôpital construit à moindre coût est une bonne chose. Mais ce qui se passe, c'est que durant le moment où l'infrastructure est construite, ou celui où elle est déjà en exploitation, le gouvernement manque à son devoir de suivre. Et c'est pour cela que nos gouvernements doivent renforcer ces mécanismes de suivi. Donc je le redis, le partenariat public-privé n'est pas une mauvaise chose, mais il y a un certain laxisme du gouvernement à faire le suivi, et c'est là le vrai problème. Au final, les PPP deviennent un choix de développement à court terme. Mahamoudou Sawadogo du Burkina Faso nous explique pourquoi. Le partenariat public-privé constitue un choix à court terme en ce sens que l'État ou la collectivité, en faisant le transfert des gros investissements nécessaires à la construction d'un ouvrage public au secteur privé, se condamne à régler durant des années un loyer ou des frais à son partenaire privé selon des contrats aux clauses multiples et souvent peu à l'avantage des collectivités ou de l'État. Toute chose qui aura nécessairement des répercussions sur leur budget.
C'est ce qui a amené certains à qualifier le partenariat public-privé de bombe à retardement en référence aux effets néfastes sur les générations à venir. En outre, il faut préciser que le partenaire privé, dans le cadre de l'exécution du projet, s'endette généralement auprès des établissements financiers à des taux plus élevés comparativement à ceux généralement accordés à l'État ou à la collectivité. Cette situation aura un impact certain sur le coût du projet et par voie de conséquence sur le budget de l'État ou de la collectivité. S'il y a une grande responsabilité des grandes entreprises multinationales et des grandes firmes d'audit, d'autres experts africains estiment d'abord que le problème est celui de la gouvernance des dirigeants de la région. Robert Souna. What we need to consider also is that nous devons aussi nous souvenir que certains de ces PPP sont négociés par des gouvernants corrompus. Ce qui se passe souvent, c'est que parfois un ministre rencontrera un partenaire chinois et lui dira « Nous avons besoin d'accroître notre offre d'électricité dans mon pays et nous souhaiterions établir un partenariat avec vous pour examiner la possibilité de construire un barrage. » Et ce serait souhaitable d'effectuer une étude de faisabilité car les statistiques montrent qu'il y a un vrai manque d'électricité dans mon pays. Ce qui se passera, c'est qu'on dira « Ok, venez faire le travail » et parfois même le gouvernement qui a débuté avec ses ressources propres abandonnera. Ils trouveront quelqu'un qui accepte de finaliser le projet avec ses propres ressources. Et ce qui se passe, c'est que le responsable du gouvernement qui négocie exigera un certain montant par mégawatt, ce qui est dommage. La question devrait donc être urgemment adressée car des coûts pour les États sont importants. À l'exemple du Burkina Faso, nous avons pris pour le bilan de ce pays Tidiane Kaboré, un expert fiscaliste et président de l'organisation Groupe d'action pour la promotion du civisme fiscal. Nous voyons qu'il y a la possibilité pour l'État burkinabé d'accorder d'autres faveurs fiscales aux investisseurs dans le cadre des PPP. Toute chose qui ira naturellement à l'encontre de la politique fiscale nationale et communautaire, puisque la tendance aujourd'hui pour le Burkina Faso est de rationaliser en fait les dépenses fiscales, pour être en conformité avec la directive numéro 1 2009 CM-UEMOA du 27 mars 2009 portant code de transparence au sein de l'UEMOA. Ce qui fait d'ailleurs que depuis 2015, régulièrement, le Burkina Faso a produit des rapports sur l'évaluation quantitative des dépenses fiscales qui est annexé en fait au projet des lois de finances. Un exemple, nous avons le coût total des mesures évalué en 2017 qui est de 87 milliards de francs CFA contre 92 milliards 543 419 070 francs CFA en 2016. Alors c'est vrai que c'est en baisse d'un montant de 5 milliards, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui les gouvernants comptent plus sur les recettes fiscales pour financer en fait les programmes, le programme national de développement économique et social. Le mariage public-privé pour le développement de l'Afrique, c'est bien, mais il faudra bien définir le régime matrimonial pour que cesse de perdre le continent noir. Il faut tendre vers une fusion totale en fait des textes spécifiques qui incitent en fait aux investissements. Parce qu'aujourd'hui au Burkina on en a un peu beaucoup et c'est éparse. Vous avez par exemple le code minier qui a ses avantages. Vous avez par exemple le code des impôts en son sein effectivement qui octroie aussi quelques avantages. Vous avez le code douanier également qui parle de certains avantages aussi accordés en fait aux investisseurs. Vous avez de par le passé cette loi qu'on appelait la loi SCAR, voilà justement qui accordait les investissements. Donc il est temps peut-être pour les gouvernants aujourd'hui avec les PPP qui sont devenus effectivement un moyen de financement justement des infrastructures publiques, de pouvoir effectivement mettre en place une bonne politique fiscale qui puisse prendre en compte effectivement et ne pas permettre en fait le pays de perdre beaucoup de recettes parce que déjà nous n'en avons pas. Le pays est
aujourd'hui éprouvées par des attaques terroristes. Donc certaines zones aujourd'hui, l'administration n'est plus à mesure effectivement de rentabiliser le recouvrement, de recouvrer plus. Donc toute chose qui fait que il faut que les autorités en fait puissent réfléchir davantage pour trouver en fait un régime fiscal qui sied, par exemple pour les PPP. Merci Béatrice pour cet excellent reportage. Merci surtout à vos experts, notamment du groupe d'action pour la promotion du civisme fiscal, un groupe Facebook d'acteurs basés au Burkina Faso qui nous ont fait le plaisir de participer à ce programme. Tout de suite, on reçoit l'invité du mois et ce n'est pas une des moindres personnes, c'est Cécilia Gondar. Elle est responsable senior de politique et de plaidoyer au sein de l'organisation Eurodad. L'invité du jour. Bonjour Cécilia Gondar, vous êtes responsable senior de politique et de plaidoyer au sein de l'organisation Eurodad, en anglais European Network on Debt and Development. C'est un réseau de 46 organisations de la société civile basées dans 20 pays européens et dont l'une des missions, notamment celle de la justice fiscale pour les pays en développement, est en droite ligne évidemment avec nos propres objectifs chez Tax Justice Network. Vous avez énormément travaillé sur cette question des partenariats publics-privés. Il faut dire que ces dernières années, les partenariats publics-privés ont été présentés comme une solution fiable pour permettre de facilement combler le gap réel d'infrastructures ou des services publics en Afrique. Déjà, avant qu'on entame les questions de fond, c'est quoi cette notion de partenariat public-privé? Comment est-ce que cela fonctionne? En effet, dans les pays en développement, les besoins en infrastructures et services publics qui sont indispensables au développement humain sont immenses, avec les écoles, les hôpitaux, les moyens de communication, la liste est longue. Alors que l'écart entre les besoins d'une part et la capacité de financement limitée des États de l'autre a provoqué de nombreux débats sur le financement des objectifs du développement durable au niveau international. C'est de cette réflexion en fait que les stratégies visant à attirer des financements privés vers ces types de projets de développement humain ont émergé. Alors plusieurs instruments ont été imaginés, tels que les partenariats publics-privés, et ont été promus notamment à travers le programme d'action d'Addis Abeba de l'ONU sur le financement du développement, ou au travers de banques multilatérales de développement, notamment la Banque mondiale, mais aussi la Banque africaine de développement. Le partenariat public-privé, alors c'est quoi? C'est un contrat à moyen ou long terme entre l'État et une entreprise du secteur privé, par lequel le secteur privé participe à l'offre d'infrastructures et de services publics qui sont traditionnellement fournis par l'État. Donc cet accord, il implique une forme de partage de risques entre d'une part le secteur public et de l'autre le secteur privé, à travers des clauses qu'on appelle les passifs conditionnels. Et à travers ces partenariats publics-privés, ces PPP comme on les appelle, pour attirer des fonds privés, l'acteur public, qui est un État ou une collectivité, va ainsi sponsoriser aussi les profits du secteur privé sur ce projet et couvrir les risques. Et ça a un coût. Alors pour un investisseur, un investissement qui est très peu risqué ou qui est dérisqué, pour utiliser le vocabulaire de la Banque mondiale, et qui rapporte beaucoup parce qu'on parle de taux de profit à 2 chiffres dans les pays du Sud. C'est l'investissement idéal. Alors on comprend alors aisément pourquoi les défenseurs d'intérêts privés, tels que les grandes firmes d'audit, puissent promouvoir ce modèle pour répondre à votre question. Mais il faut comprendre pourquoi elles ont tort aussi, ces grandes firmes d'audit, de faire le marketing de ce modèle. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les grandes firmes d'audit, on les connaît, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, Deloitte, qui ont fait le marketing de ce modèle, ont véritablement eu raison aujourd'hui au regard des résultats sur le terrain? Pour les gouvernements, les PPP sont très coûteux. Ils sont très profitables pour les investisseurs, mais très coûteux pour les gouvernements. Alors, au-delà des intérêts financiers concurrents, du gouvernement qui veut évidemment avoir une dette soutenable et de l'investisseur qui veut faire du profit, les deux partenaires, et il faut le souligner parce que c'est important, ils ne poursuivent pas non plus les mêmes objectifs. L'un cherche à dégager des profits et l'autre, il cherche à fournir des services de public de qualité qui contribuent à l'égalité, au développement humain, qui soient respectueux des droits humains et de l'environnement.
C'est ce qui fait que ces projets sont souvent lucratifs pour le secteur privé. On parle donc de privatisation des profits, mais ils atteignent très rarement leurs objectifs en termes de développement humain et durable et deviennent finalement la plupart du temps très chers pour l'État et donc pour les contribuables en cas de problème. On parle alors de socialisation des pertes. Dans ces conditions, pourquoi les organisations multilatérales telles que la Banque mondiale ou encore la Banque africaine de développement pour ce qui est de l'Afrique ont emboîté le pas aux grandes firmes d'audit et continuent de pousser les pays, notamment les pays d'Afrique, à utiliser des ressources publiques pour faire ce que vous dites, pour dérisquer des investissements privés, alors même qu'on assiste à une montée des inégalités dans le monde et que guette, n'est-ce pas, en Afrique, c'est d'une nouvelle crise de la dette. Eh bien, en fait, nous sommes convaincus à Eurodad que les investissements privés peuvent considérablement contribuer au développement humain, certes, mais que cela ne doit surtout pas se faire au détriment de l'action publique ou de la gouvernance démocratique des infrastructures et services publics. Concrètement, s'il fallait expliquer terre à terre, quel est le problème fiscal qui se pose avec les PPP, dans la manière notamment dont ils sont déployés dans les pays africains que vous avez eu l'occasion d'étudier? Alors ça, c'est une très bonne question. Les PPP sont très souvent comparés à des icebergs, c'est-à-dire que la partie émergée est visible, mais cache de très nombreux risques en dessous et qui ne sont pas uniquement des risques financiers. Donc les PP sont souvent plus chers que les marchés publics traditionnels, dont on s'est aperçu par nos études et par des études de cas, notamment en Afrique, de PPP qui avaient raté. Les PPP sont typiquement très complexes à négocier et à mettre en œuvre et impliquent trop souvent des coûts de construction et de transaction plus élevés que ceux des travaux publics traditionnels. Les PPP sont trop souvent risqués pour les institutions publiques alors que la preuve de leur efficacité reste à prouver. Et les PPP ont montré leurs limites lorsqu'il s'agit de réduire la pauvreté et les inégalités, notamment les inégalités entre les hommes et les femmes, et d'éviter les incidences négatives sur l'environnement, notamment dans des projets en Afrique. Alors pourquoi les gouvernements africains continuent-ils toujours de rentrer dans les PPP? Récemment encore au Cameroun, un contrat de PPP avec des entreprises pour construire des terminaux de péage, de portiques de péage automatique. Pourquoi est-ce qu'on s'y engage toujours? Est-ce qu'ils ne savent pas qu'il y a ces problèmes? Il y a deux raisons principales. Les PPP, ils sont avantageux pour l'État qui est endetté, parce que sur le court terme, la dette contractée par le secteur privé dans le cadre du financement du projet, pour consentir donc l'investissement, elle est comptabilisée comme une dette privée et pas comme une dette publique. Même si en réalité elle va être remboursée par l'État et parfois même garantie aussi, le prêt est garanti par l'État et donc elle va être remboursée par l'État sur le moyen et le long terme. Cette dette est donc cachée car elle n'apparaît pas dans les comptes publics et dans la dette publique, ce qui n'est bon ni pour le contrôle démocratique, ni pour l'information des citoyens. Souvent, les parlementaires ne sont même pas au courant de ce type de dettes qui sont contractées et cachées. En plus, les contrats ne sont généralement pas publiés, ce qui ajoute encore à l'opacité et au manque de transparence, alors qu'on parle bien d'infrastructures et de services traditionnellement publics. Alors la deuxième raison pour laquelle les gouvernements sont tentés par les PPP, c'est que les coûts élevés des PPP sont justifiés par des gains d'efficacité. C'est-à-dire que on imagine que le secteur privé va mieux faire que le secteur public. Et dans les faits, il reste encore à prouver. On n'a pas de preuve dans les faits de ces gains d'efficacité. Il y a eu des études de cas dans plusieurs secteurs et sur plusieurs pays et plusieurs continents qui ont été faites. Et elles remettent en cause la théorie selon laquelle les coûts sont plus élevés mais l'efficacité serait plus grande, notamment quand on regarde l'impact sur le développement humain et l'environnement. D'ailleurs, il n'y a pas que les ONG et syndicats qui ont tiré la sonnette d'alarme sur les risques financiers des partenariats publics-privés. Les cours des comptes françaises, européennes, britanniques, allemandes, espagnoles, portugaises, même le département fiscal du Fonds monétaire international et plus récemment le rapporteur spécial sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté, Philippe Alston, donc pour les Nations Unies, ont tiré aussi la sonnette d'alarme sur les risques de ce type de projet. On va particulièrement insister sur un aspect qui nous tient à cœur, c'est celui de la fuite fiscale. Quel est le schéma le plus souvent utilisé en matière de fuite fiscale dans les PPP et qui, par conséquent, prive les pays vulnérables d'importantes recettes dont ils ont besoin pour financer d'autres projets de développement?
sur la question des recettes fiscales, il y a plusieurs points importants. Tout d'abord, les partenariats publics-privés privent les pays vulnérables d'importantes recettes dont ils ont besoin de plusieurs manières. Il y a une note du département fiscal du FMI qui a mis en exergue l'ampleur des risques fiscaux inhérents au PPP. Elle cite une étude menée sur 80 pays du Nord et émergents. Et le coût fiscal moyen des passifs conditionnels, qui sont des clauses dans les contrats des PPP, qui sont cristallisés notamment en 1990 et 2014, entre 90 et 2014, s'élevait à 1,2% du PIB, ce qui est vraiment énorme, atteignant parfois 2% du PIB. Et en cas de défaut du partenaire privé, ce qui s'est passé l'an dernier en Grande-Bretagne avec un géant de la construction, Carillion, qui s'est effondré, eh bien alors toute la dette privée a été transférée à l'État, qui sur certains projets a dû payer 2 fois la facture pour assurer la continuité du service public, c'est-à-dire garder des écoles et des maisons de retraite ouvertes. En bref, en mobilisant une partie importante du budget de l'État, les partenariats publics-privés creusent le fameux écart entre les besoins d'infrastructures et leur financement, au lieu de le combler, puisque elles baissent la capacité de financement du budget de l'État en mobilisant une partie du remboursement de la dette des partenariats publics-privés sur le budget de l'État. Les contrats de PPP sont souvent assortis d'incitations fiscales favorables, donc on touche ici aussi au cœur du problème du financement des infrastructures et services publics en Afrique. En fait, le problème de fond, c'est les recettes fiscales des États, car bien sûr, la solution pour combler le fameux écart entre les besoins et les financements, tout en assurant une réappropriation et un contrôle démocratique des infrastructures et des services publics, c'est de permettre enfin aux États de lever l'impôt en s'attaquant à l'évasion et la fraude fiscale dans le monde et de financer ainsi les services et infrastructures sans en perdre le contrôle démocratique. Augmenter le montant et l'efficacité de l'aide au développement, évidemment, ça permettrait également de soutenir les gouvernements du Sud dans l'atteinte de leurs objectifs en matière de développement humain et de lutte contre le changement climatique. Tout ça semble très compliqué. Et je veux dire, quel conseil, Cécilia, donneriez-vous au gouvernement d'Afrique pour continuer d'adresser le gap d'infrastructures qui est réel, on ne le nie pas, mais sans pour autant affaiblir leur capacité de mobilisation de recettes et à faire régner la justice fiscale entre finalement les différents acteurs économiques? C'est encore une très bonne question. Un certain nombre de gouvernements africains sont en fait déjà conscients des dangers, ils ont alerté des dangers des partenariats publics-privés et ils sont très réticents à s'y engager. Les organisations internationales qui les promeuvent devraient les écouter beaucoup plus et mettre un terme à la promotion agressive et à l'incitation aux partenariats publics-privés pour le financement des infrastructures sociales et économiques et reconnaître publiquement les risques qu'ils comportent, en particulier les risques financiers, ce qui a été fait en partie par le Fonds monétaire international. Il faut au contraire, et c'est l'avis de notre organisation Eurodad, il faut au contraire soutenir ces pays dans leur recherche de la meilleure méthode de financement des infrastructures pour des services publics et des méthodes de financement qui soient responsables, transparentes, respectueuses de la démocratie, viables sur le plan environnemental et fiscal et qui soient en accord avec leurs obligations aussi vis-à-vis des droits de l'homme. Il faut donner la priorité aux ressources nationales pour offrir des services publics efficaces et responsables, tout en les amplifiant grâce à un financement concessionnel et non concessionnel à long terme. Dans le manifeste sur les dangers des partenariats publics-privés, qui a été signé par plus de 150 organisations de la société civile et syndicats fin 2017, nous exhortons toutes les personnes concernées par la justice, l'égalité, la durabilité, les droits humains à résister à l'ingérence des PPP et à promouvoir vraiment des services publics de qualité, responsables, soumis au contrôle démocratique et gérés par des fonds publics, notamment en Afrique. Merci beaucoup Cécilia d'avoir été disponible pour nous. Je retiens tout de suite que, ironie du sort, cette forme de dépenses publiques avec des effets assez dilués en termes de justice fiscale a été aussi promue par des organisations africaines. Merci encore Cécilia Gondard. Je rappelle que vous êtes responsable senior des politiques et du plaidoyer au sein de l'organisation Eurodad. C'est un réseau de 46 organisations de la société civile de 20 pays européens et dont l'une des missions notamment celle de la justice fiscale pour les pays en développement est en droite ligne avec nos propres objectifs chez Tax Justice Network. Merci et merci à Eurodad d'avoir accepté que vous interveniez dans ce programme. Tout de suite, on passera à la page étrangère ou alors la page d'autres informations. L'actualité internationale.
En actualité internationale, nous avons retenu 2 faits majeurs pour nous, évidemment. C'est l'organisation au Burundi, de nouveau le Burundi, d'une activité, notamment par Action Aid International, qui a réuni ensemble plusieurs parties prenantes, notamment les députés, les journalistes et d'autres acteurs de l'appareil administratif du Burundi pour parler de la question des flux financiers illicites. Nous écoutons à ce propos André Ndereimana, il est un des responsables du plaidoyer au sein d'Action Aid International. Nous avons recueilli ses propos via une vidéo YouTube postée par l'organisation sur Internet. Nous avons organisé une session de réflexion autour des flux financiers illicites et la gouvernance des ressources naturelles. Nous avons pris ce choix parce que nous constatons qu'il y a des richesses qui échappent au contrôle de l'État, qui sortent des pays sans que ça puisse passer par le trésor. Une autre actualité qui est en train de monter en Afrique, c'est celle de l'équité au niveau de la justice fiscale, au niveau de la fiscalité entre les hommes et les femmes. Évidemment, ça peut paraître pour l'opinion commune comme étant une question qui n'a pas son importance, mais de nombreuses études menées par l'organisation International Center for Tax and Development a apporté des résultats assez particuliers. Nous écoutons à ce propos Jalia Kengev, c'est une experte de cette organisation qui a donné son point de vue. Évidemment, c'est un point de vue qu'elle a donné l'année dernière. Nous avons pu extraire ça d'une vidéo YouTube. Nous écoutons avec elle. De nombreuses discussions sur la question de la fiscalité et le genre ont toujours été abordées par rapport à ce qu'il se passe en Europe. Ce que nous essayons de faire, c'est de dire à la société civile, c'est que les implications des questions d'équité fiscale par rapport au genre sont différentes en Afrique, aussi parce que de nombreuses discussions dans les pays européens se focalisent sur les impôts, sur les revenus, qui n'ont pas d'autant d'impact dans les pays développés. Alors, nous disons à la société civile 3 choses. C'est qu'il y a un grand besoin de davantage de recherches qui seront plus focalisées sur des pays au niveau local afin de comprendre cet impact. La deuxième chose que nous disons, c'est que nous devrions comprendre avec ces recherches non seulement comment la fiscalité affecte les femmes, mais aussi comment cela affecte les hommes. La troisième chose que nous disons, c'est que nous avons besoin de comprendre les impôts bien au-delà de ce qu'on entend souvent. En effet, de nombreux débats sur le sujet portent sur la fiscalité formelle comme l'impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée. Mais dans les pays, surtout en développement, les populations pauvres peut-être ne payent pas de taxes, mais elles font face à des frais, des redevances. Donc, si nous voulons vraiment percevoir l'impact, nous devons porter cela dans les débats sur les impacts de la fiscalité. Je rappelle que ce sujet pourra revenir le mois prochain avec le prochain podcast. Pour tous ceux qui ont des avis sur le sujet ou qui ont envie de commenter cette question de l'équité fiscale entre les hommes et les femmes en Afrique, vous serez les bienvenus. Vous savez où envoyer votre requête par email. C'est impôt avec S social @outlook.fr. Je voudrais aussi dire que de nombreux exemples effectivement ont montré que sur un plan purement informel, les femmes payent beaucoup plus d'impôts que les hommes et parfois ne bénéficient pas toujours à égalité des prestations, des services publics ou de la jouissance des infrastructures publiques. Voilà, c'est la fin de ce programme de ce jour. Nous espérons que vous avez été nombreux à l'apprécier. Dans tous les cas, si vous ne l'avez pas apprécié, c'est pas très grave. Vous nous écrivez un email à notre adresse, je répète, impôt avec S, social@outlook.fr. Nous tenons une fois de plus à remercier le groupe d'Action pour la promotion du civisme fiscal. C'est un groupe Facebook qui est basé au Burkina Faso pour nous avoir permis à ces experts de pouvoir s'exprimer dans ce programme. Nous remercions aussi l'organisation Eurodad qui est, comme je l'ai dit, un réseau d'organisations de la société civile, de pratiquement 46 organisations de la société civile,
basée dans un pays européen, et son experte en politique et en plaidoyer qui est Cécilia Gondard. Vous pouvez retrouver l'émission à la page Impôt Social avec 2 S au milieu, impotsocial.libsyn.com. Vous avez aussi la possibilité d'accéder à notre page Facebook Impôt et Justice Sociale. Vous pouvez aussi accéder à notre Twitter @impôt social, notre page YouTube www.impôt et justice sociale.com. Mais aussi, vous avez la possibilité d'accéder à notre émission via l'application Stitcher. Si vous voulez écouter le podcast en flux RSS, vous allez simplement sur trafic.libsyn.com et vous recevez l'émission. Aussi, n'oubliez pas, vous pouvez nous écrire directement à l'adresse email impôt-social@outlook.fr impôt-social@outlook.fr. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et au mois prochain pour une autre émission où les femmes seront à l'honneur. Alors n'hésitez pas, la moindre femme que vous connaissez, faites-lui passer le message et dites-lui de venir faire entendre sa voix, car on parlera de justice et d'équité fiscale, notamment au profit des femmes.